population ne doit pas croire que l'État les a complètement abandonnés. Pendant la journée, Joseph Kabila est un Congolais. La nuit, c'est un Tutsi. Le phénomène Mombondo, les gens ne se posent pas la question, mais pourquoi brusquement les Bateke et les Bayaka se... Kabila, un Rwandais. Je viens de faire le tour du pays. Mon objectif n'était pas de faire un tourisme. C'est d'abord de comprendre quel est l'état des lieux actuel. Par exemple, quand on parle de route de cette agricole, j'ai eu à faire des exercices maintenant avec des gens sur le terrain et me rendre compte que la base de données que nous avons au niveau du ministère, qui est la base de données belge, elle doit être actualisée, elle doit être mise à jour. Il y a des réalités du pays qui ont évolué. Et c'est pour cela que c'était nécessaire pour moi, avec des gouverneurs de province, comme vous l'avez si bien voir, de faire le tour du pays. Mais aussi, c'est d'apporter le message d'espoir. La population ne doit pas croire que l'État les a complètement abandonnés, que quand on parle de la République démocratique du Congo, on ne parle que des villes ou de Kinshasa ou d'ailleurs. Il faut qu'ils se rendent compte que l'État réfléchit pour voir comment améliorer aussi les conditions de vie. Alors, pour ce qui me concerne, lorsque j'ai pris les rênes de ce ministère, étant un vrai technicien de développement, j'ai commencé par la planification. Il faut dire que tout développement doit être bien planifié. Si vous ne le planifiez pas, effectivement, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est de savoir comment améliorer qualitativement et quantitativement la production des populations qui vivent en milieu rural. Moi, je pars de ce postulat, peut-être par idéologie, puisque je suis dans un parti de droite. Je sais, si nous mettons l'économie rurale au centre de la politique de développement du milieu rural, cela va nous aider à pouvoir régler des problèmes structurels que nous avons. Quels sont les problèmes structurels que nous avons? C'est que la population, nous avons une population active qui a choisi de vivre en milieu rural, mais elle n'a pas les conditions minimales qui peuvent leur permettre de pouvoir appuyer les restrictions de production qui est essentiellement agricole et minière. Voilà pourquoi le premier axe du grand programme que j'ai pu développer, c'est celui des voies navigables. Et l'exemple est là. C'est-à-dire que vous avez en République démocratique du Congo 94 territoires sur les 145 qui sont reliés par les eaux. C'est un axe majeur, et si vous lisez d'ailleurs le programme quinquennal des Belges de 1949, vous allez trouver qu'ils ont mis un accent sur les voies navigables parce que ça vous permettait effectivement de pouvoir régler les problèmes de connectivité pour des provinces qui sont à l'ouest et au centre de la République démocratique du Congo. Et nous voulons les développer, pas seulement pour les rendre navigables, mais aussi pour rendre accessibles à la population les baleinières ou les bateaux qui sont de sécurité, mais aussi pour faire en sorte qu'à chaque point de ralliement, qu'on appelle ici communément les ports ou les marchés, que nous puissions y mettre un minimum d'infrastructures qui permettent aux gens d'accéder au carburant, qui permettent aux gens d'accéder à un entrepôt. Là, par exemple, nous sommes dans un environnement où vous voyez, nous avons accosté puisqu'il y a une pluie. Imaginez-vous si la population est venue pour vendre les maniocs et qu'au fameux port qui est indiqué où ils doivent vendre leurs marchandises, une pluie comme celle qui s'abattait, c'est une perte énorme pour les gens. Voilà comment on veut régler d'abord la question pour ce qui concerne les gens qui sont sur la partie ouest où il y a les voies navigables. Et nous avons ajouté la question des routes de desserte agricole. Il est important que je souligne à ce stade qu'on ne peut pas parler de routes de desserte agricole s'il n'y a pas de routes nationales, les routes provinciales connectées. C'est pour cela que dans notre approche, nous avons voulu combiner les routes d'intérêt local aux voies navigables. Donc faire en sorte que les endroits qui sont desservis par les voies navigables, les routes de desserte agricole connectent les champs des voies navigables. C'est une première proposition. La deuxième, c'est celle effectivement de pousser le ministère des ITPR de pouvoir réhabiliter les routes nationales pour que l'autre route effectivement débouche sur les routes nationales. C'est la condition
sine qua non si vous voulez booster le démarrage de la production agricole en milieu rural. La deuxième condition, qui n'est pas la moindre, c'est que nous avons appelé dans ces projets appuyer les champions dans chaque milieu pour pouvoir booster la population et la remettre au travail. On vient de circuler avec vous, on a été à Bokungu, on a été à Boende, on a été à Ibangalakata, on a été à Ya, maintenant là on vient d'arriver à Ikela. Vous vous rendez compte que quand je pose la question à la population de savoir est-ce que vous avez une production, les gens ne savent pas répondre. Puisque depuis la aérianisation, nous avons toute une génération de personnes qui n'ont pas connu la noblesse du travail champestre. Et ça devient une question de mentalité. Ça veut dire que pour que ces gens reprennent à travailler, il faut un travail de sensibilisation. Il faut qu'il y ait des repères et des modèles à côté d'eux pour leur dire l'agriculture, ça fait de l'argent. Et pour bien le faire, on doit avoir des champions. C'est-à-dire des villages, des personnes que nous allons appuyer, qui vont faire correctement ce travail champestre et qui vont pouvoir appuyer les autres pour faire ce travail. Moi, je crois que ça, c'est les deux conditions basiques pour que nous puissions remettre les paysans au travail. Et puis maintenant, à côté, il faut créer les conditions pour que ces paysans restent au village. Puisque si vous avez un village où les gens n'ont pas accès à l'eau, si vous avez un village où les gens n'ont pas accès à l'électricité, si vous avez un village où les gens n'ont pas accès à la santé, aux écoles, effectivement, les gens vont fuir, ils vont tous se réfugier dans la ville. C'est comme ça qu'on a des phénomènes, pas qu'à Djouma, à Kinshasa, puisque les gens, ils se disent, pourquoi vous avez de la lumière ici? Nous vivons dans des endroits où il n'y a pas de lumière. Le pourquoi de nous tourner, c'est pour essayer de motiver, de galvaniser la population rurale pour qu'ils acceptent de rester là où ils sont et qu'on crée des conditions pour qu'ils restent là-bas. Je crois que si nous mobilisons la population à la base et qu'elle nous aide à produire les gaps que nous avons pour notre sécurité alimentaire, ça va non seulement aider le pays, mais aussi élever le niveau des paysans. Tant qu'il n'y a pas une production à l'intérieur, nous aurons des difficultés. On peut même bien faire la route de cette agricole s'il n'y a pas de cochettes de manioc, s'il n'y a pas de maïs qui sortent dedans, on ne saura pas l'entretenir. Donc au même moment qu'on veut améliorer les infrastructures, on veut aussi booster la production agricole et minière, je répète bien, en milieu rural. Et c'est pour cela que dans la planification que nous avons faite, nous avons voulu à sorte que les champions qui vont être désignés dans chaque territoire puissent avoir la capacité de mécaniser eux-mêmes et de faire une première transformation en milieu rural même. C'est là pour nous aider effectivement que chaque territoire puisse apporter quelque chose. C'est pour la sécurité alimentaire de la République démocratique du Congo. Même là où je ne suis pas encore arrivé, je vous dis, nous avons fait une planification pour que ça soit partout. Et on va le faire partout. Pour l'instant, avec les moyens qui seront mis à notre disposition, nous allons chercher des villages pilotes qui vont commencer, mais on veut le faire partout. Moi, je ne crois pas à un développement de sélection, comme le font les ONG, où on prend d'abord une province, on dit que ça devient une province pilote. Non, nous sommes un gouvernement, nous devons faire ce qu'on appelle un développement intégral et intégré, de telle sorte que toute la République démocratique du Congo, ensemble, soit mobilisée pour le développement. Le développement ne commencera pas par Kinshasa. Le développement commence par la base, par les territoires, par les chefferies, par les groupements, par les villages. C'est là que nous allons concentrer nos efforts et nous savons que les efforts agrégés de tous ces villages, c'est ça qui va nous amener au développement. Moi, j'y crois. Le président Félix Tshisekedi y croit. La première ministre Judith y croit. Vous savez que c'est elle qui a piloté quand elle était au plan les 145 territoires. Et donc, je sais qu'on va y arriver. Les quelques routes que nous allons lancer, c'est des routes vraiment qui ont été choisies de manière que ça atteigne le plus grand nombre de paysans producteurs actuels. Et nous allons booster la production agricole, que ce soit la production vivrière ou la production agro-industrielle. Les autorités ont demandé aux gens de ne pas se regrouper. Écoutez, quelle autorité? Kabila, un Rwandais. Kabila, vous n'avez pas été voté. Quelle autorité? Quelle autorité? Quelle autorité? Vous voyez que moi je ne suis pas au courant spirituellement de la réalité. Alors, quelles autorités? Kabila n'a pas été. C'est un Rwandais. J'allais dire une chose grave, mais
Pour les raisons de pudeur, je ne dis pas. Non, Non. Écoutez. La magouille avec Vital Kamerhe, que je connais bien, est contre le peuple congolais. Ça permet aux Rwandais, Hippolyte Name, de continuer à diriger. Mais Hippolyte Name dirige ce pays en tant que qui? En tant que Rwandais. Donc vous les Congolais, vous acceptez de diriger par un Rwandais. Le Rwanda au Rwandais, le Congo au Congolais, pour moi c'est tout. Si vous ne voulez pas, moi je remettais le rapport aux aides du ciel que vous avez remis la RDC à des imbéciles. En 1996, alors que le génocide au Rwanda, les génocides au Rwanda, il y en a eu 4, même si on ne parle que d'un seul. Les génocides au Rwanda sont en train de mobiliser l'opinion publique. Je reçois à Kinshasa un coup de téléphone d'un certain Léonce Ndarubakié qui m'appelle. Je venais de sortir du journal à 13h30. Il me dit, Monsieur Kwebe, est-ce qu'on peut se rencontrer à l'hôtel Diplomate, n'est-ce pas, non loin de l'hôpital de Kintambo? Je m'y rends, je vois un monsieur grand, 2 mètres et quelques, un tout petit pur jus. Il dit, Monsieur Kwebe, ça fait 2 semaines que je suis ici, à Kinshasa, j'attends d'être reçu par le président fondateur, c'est par Mobutu, et je suis les informations. Je me rends compte, Kwebe, que c'est vrai, vous êtes un excellent journaliste. Mais excusez-moi, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez quand vous parlez du Kivu. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors j'étais un peu, évidemment, humilié. Il dit, mais écoutez, parce que vous ne savez pas qui sont les Tutsis. Vous ne savez pas, moi je suis Tutsi, dit-il. Je peux remonter l'arbre généalogique de ma famille jusqu'au XVIIe siècle. Je sais qui était mon arrière-grand-père jusqu'au XVIIe siècle. Eh bien, moi j'étais gouverneur de Muramvya, n'est-ce pas? C'était le bras droit de Ndadaye, le président qui a été assassiné. Oui, Melchior Ndadaye. J'étais son bras droit, gouverneur de Muramvya. Et moi, j'ai échappé à 5 attentats, n'est-ce pas? J'ai échappé à 5 attentats par mes frères Tutsis. Entre parenthèses, on en parlera. Fachi a échappé à 5 attentats ici, mais dont on ne parle pas. Fachi a échappé à 5 attentats. Le premier, c'est celui contre son avion, avec son chauffeur et sa voiture en Antonov, oui. C'était ça le premier attentat. Mais il y en a eu d'autres dont on ne parle pas. Donc il dit que, Léonce Ndarubakié me dit qu'il a échappé à 5 attentats, mais il est venu ici pour dire à Mobutu ce que sont les Tutsis, qui sont ici au Congo. Ce sont eux qui vont l'abattre. Ce sont eux qui vont le faire partir. Mais j'attends depuis 2 semaines, je ne suis pas encore reçu. Et il me dit, mon cher Kwebe, vous ne savez pas, vous n'avez pas la moindre idée, quelle que soit votre imagination, de la haine que nous, les Tutsis, nous portons aux Bantous congolais. On vous hait, on vous déteste. Et d'ailleurs, on vous appelle des chèvres dans notre argot. Et pour nous, les Tutsis, tuer un Moutou congolais, c'est faire œuvre de prophylaxie. C'est comme si vous écrasiez un moustique. Le moustique ne vous a rien fait, mais dès que vous voyez un moustique, le premier réflexe c'est de l'écraser. Dès que vous voyez un serpent, si vous avez un bâton, le premier réflexe c'est de le taper. Eh bien pour nous les Tutsis vis-à-vis des Bantous et des Hutus, c'est la même chose. Et c'est dit en toutes lettres dans le plan d'annexion, le plan ici. Il dit on vous déteste, on vous hait, comme vous ne savez pas. Et je vous signale que les Tutsis sont en train de préparer un coup contre Mobutu. Ils ont dû rire sous cap lorsque Félix Tshisekedi disait que Kagame est son frère. Exactement. Mais, écoutez, voilà ce qu'ils disent ici. Tout intellectuel, c'est le point 4 du plan, il y en a 18, il y a 18 points. Hein. Le point 4, je lis. Tout intellectuel Motutsi est tenu de se faire un ami dans tous les services de la République démocratique du Congo pour lui permettre de s'initier à la machinerie administrative de ce service en vue de se préparer au remplacement éventuel à la responsabilité de ce service. C'est le point 4 du plan. Ça vaut la peine de le lire, vous allez comprendre que en fait nous sommes totalement à côté de la plaque. Nous n'avons pas la moindre idée du péril majeur qui plane au-dessus de nos têtes, de l'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de nous depuis le 6 août 1962. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On organise des élections. D'abord en 2006, en 2011, en 2018. Et il y a 24 candidats, ou 26, je ne sais plus, qui n'ont jamais lu ceci. Alors qu'il y a un péril majeur qui est au-dessus de nous et dont nous n'avons pas pris conscience. Et quand vous en parlez aux Congolais, ils disent, mais Kwebe, vous exagérez, Mboko Ekokufate, Nani Nzambe Azo Sala, Yahvé Azo Sala. Mais la Yougoslavie, qui parle maintenant de la Yougoslavie? Juste une petite anecdote.
Je vais à Western Union, au guichet, pour envoyer de l'argent au pays. Devant moi se trouvent deux jeunes blancs, 18-20 ans. À l'époque, il y a cela, on remplissait encore des formulaires. Hein. On leur remet un formulaire qu'ils remplissent pour envoyer de l'argent. Alors, l'employé de Western Union prend le formulaire et regarde. C'est une dame. Elle leur demande, mais où envoyez-vous l'argent? Ils disent, mais c'est écrit là-bas, sur le formulaire, on envoie de l'argent en Yougoslavie. Et la dame leur répond, mais écoutez, messieurs, vous ne savez pas que la Yougoslavie n'existe plus. Moi, j'ai peur, mon cher Kerwin, que dans 5 ou 6 ans, ce ne sera plus une question de parler de la Yougoslavie qui n'existe plus, mais ce sera, ah, mais vous ne savez plus que la République démocratique du Congo n'existe plus. Aujourd'hui, la Libye n'existe quasiment plus. C'est un pays qui est divisé en 3, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et la région de Benghazi. Le Soudan, qui est voisin du Congo, divisé en 2, le Sud-Soudan, le Nord-Soudan, avant que la province du Darfour, qui est frontalière du Tchad, ne soit également séparée. Donc, il y a un péril majeur. Le plan de balkanisation du Congo, mon cher Kerwin, existe depuis 1972. Depuis 1972, depuis 51 ans. Et plusieurs chancelleries d'ambassades dans le monde possèdent ce plan de balkanisation du Congo en vue de la création du Tutsiland, c'est-à-dire de la création du foyer national Tutsi qui comprendrait l'ancien district du Tanganyika, n'est-ce pas, selon l'ancienne, n'est-ce pas, division administrative, le sud Kivu, le nord Kivu, une partie du Maniema, l'autre partie étant destinée à être annexée par l'Ouganda, n'est-ce pas? Voilà les frontières du Tutsiland. Donc, le district du Tanganyika, le sud Kivu, le nord Kivu et une partie du Maniema. Ce plan existe et tous les jours, aujourd'hui, comme hier, comme demain, les Tutsis y travaillent patiemment, inlassablement. Depuis Kingakati, où il est réfugié dans sa forteresse, Joseph Kabila y travaille tous les jours. Pendant la journée, Joseph Kabila est un Congolais. La nuit, c'est un Tutsi. Le phénomène Mombondo, les gens ne se posent pas la question, mais pourquoi brusquement les Bateke et les Bayaka se... Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.